Moi, je m'appelle Nicolas Cross. J'étais président de SIDOC de 2010 à 2016. Donc, je suis un vieux dinosaure de SIDOC. En fait, je suis membre actif depuis, comme on dit dans le parler local suisse, où j'habite, depuis 93, 93. En fait, je vis à Genève. Donc, si je commence à sortir des athlétismes, vous m'arrêtez. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu brièvement de l'historique de SIDOC, ses activités, ses publications et les plans pour 2025, un peu plus dans le détail de ce qu'avait dit Tritchard. En préambule, j'aimerais partager une petite idée avec vous qui vient de mon ancien professeur de doctorat à Genève, Michel Lerner, concernant la dynamique des systèmes d'information. Et c'est quelque chose qui a un fort impact sur SIDOC, je pense. Donc, ce qu'on peut dire, sciences de l'information, on commence avec un existant, un domaine des discours, on peut dire, quoique cette phrase n'est pas très parlante pour les anglophones. Un existant, ensuite on conçoit qu'il y a des problèmes, il y a quelque chose qui ne joue pas, et on peut, en fonction de ça, imaginer des solutions. On met en place des solutions, tout va bien, mais ensuite il y a un impact. Et l'impact de ces solutions, ça change la donne, ça change l'existant. Et donc ça, c'est un modèle, un cycle, si on veut, infernal, où ça peut être bien. On doit subir. Et on voit dans l'historique de SIDOC que chaque fois qu'il y a un changement technologique, une solution qui arrive, il y a un grand chamboulement, on repense tout. Et il y a beaucoup de membres qui viennent pour SIDOC. Moi, j'ai commencé avec l'informatisation. En fait, probablement, vous ne connaissez pas, vous ne vous souvenez pas de l'époque où on n'avait pas des ordinateurs, et surtout pas des ordinateurs dans certains d'entre vous peut-être. Mais je me souviens que c'était un problème quand l'informatique arrivait, parce qu'il y avait beaucoup de conservateurs qui ne savaient même pas utiliser une machine à écrire. Donc c'était un changement de culture très impressionnante, dramatique, et d'une situation où on avait beaucoup de papiers qui étaient très volumineux, qui prenaient une place immense, qui pesaient des tonnes. Je me souviens la photothèque dans les musées d'art et d'histoire à Genève, ça pesait tellement lourd qu'on a dû le déménager. Le bâtiment ne supportait pas le poids des photographies. Alors, c'était tellement lourd. Et on a dû compacter ça. Tout d'un coup, on n'a plus de problème de place. On peut avoir autant de données qu'on veut, et là, ça crée un autre problème. L'impact, c'est que tout d'un coup, on veut enregistrer beaucoup plus d'informations. Au lieu d'avoir une petite carte, ou peut-être une feuille A4, on peut maintenant mettre tout ce qu'on veut. Et le problème devient comment structurer l'information, comment l'organiser, et ainsi de suite. Donc on a vécu une série de vagues de changements technologiques, et chaque fois qu'il y a ces changements, les gens viennent à SIDOC pour en discuter, pour trouver la manière de réagir. Donc ça, je dois dire, c'est un modèle assez optimiste, parce que l'existant, on imagine la solution. Et moi j'ai l'impression que c'est plus comme le pauvre Georges Clooney qui se trouve avec le piano à queue qui lui tombe sur la tête. Souvent, on a des changements technologiques qui viennent d'ailleurs et on doit subir. Il faut dire, en tant que entité de communauté, la documentation muséale, on n'a pas beaucoup de poids vis-à-vis des grandes compagnies comme Google et Microsoft et autres. Et souvent, c'est des changements qu'on doit subir, on doit réagir. On est souvent réactif plutôt qu'autre chose. Et nos solutions viennent souvent un peu en retard. L'informatique, ça nous a pris bien 20 ans ou 30 ans pour l'ingurgiter, pour trouver comment réagir avec ça. Et on est toujours un peu à la traîne. On oublie parfois, où j'habite en Suisse, il y a officiellement environ 900 musées, probablement bien plus. Selon des études qui datent maintenant peut-être de 5-6 ans, il y avait seulement 20% qui étaient informatisés. Le reste continue à travailler avec du papier. Et ça, c'est en Suisse, qui est un pays assez affluent, on a des moyens. Et du fromage aussi. Donc ça, c'est en fait, j'aimerais que vous gardiez ça en tête.
en regardant l'historique de SIDOC, parce que ça informe pourquoi on a tel ou tel standard, pourquoi on a travaillé dans un sens. Et je pense que c'est très important de garder vivant cet historique, afin qu'on puisse comprendre comment on est arrivé là. Pourquoi la documentation que nous avons héritée est comme ça. C'est du legacy data, comme on dit. Et souvent, voilà, les gens, j'ai vu à Amsterdam, lorsqu'on a eu notre conférence, souvent les informaticiens, ils se plaignent. Mais pourquoi vous avez fait comme ça? Bon, il y a des raisons. Ça, c'est juste un petit peu sur l'historique. On dit que SIDOC était fondé en 1950. J'ai mis un point d'interrogation parce que la SIDOC moderne, telle qu'on le connaît aujourd'hui, ça date des années 80. Jusque-là, c'était surtout un tout petit comité, sans beaucoup de monde, pour gérer le centre de documentation à Paris. Et c'est dans les années 80, avec l'arrivée des PC, des ordinateurs, que tout d'un coup, ça a pris du sens. Et en fait, l'activité de SIDOC a explosé à partir de SIDOC s'appelle SIDOC et non pas ICDOC, parce qu'à l'origine, c'était des Français qui l'avaient fait. C'est le Comité international pour la documentation, CIDOC. Et c'est resté SIDOC malgré en fait, le fait que maintenant il y a beaucoup plus d'anglophones. Mais ça reste très français. Et là, il y a un problème que je vous pose. Peut-être quelqu'un peut m'expliquer. Vous avez vu, il y a 200 membres, plus que 200 membres qui sont français, qui sont membres de SIDOC. C'est presque un tiers des membres. Et lors des conférences, on ne vous voit pas. Vous êtes où? En fait, les Français ne viennent pas. Moi, en fait, j'avais travaillé avec Anne-Marie Chardonnot, je crois qu'elle s'appelle, qui était responsable pour la documentation, le centre de documentation du Louvre. Et elle faisait le travail de Mathieu. On essayait d'attirer les Français dans les conférences SIDOC. On n'a pas réussi à l'époque. Je vous souhaite beaucoup plus de succès. En fait, je suis très encouragé de vous voir ici, aujourd'hui, c'est très bien. Mais vous êtes le groupe le plus important dans SIDOC. Eh bien, il y a très très peu d'intervenants francophones. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être vous avez une explication. Il faut dire aussi que maintenant, le nom, question de nom, c'est un peu caduque parce que SIDOC a voté l'année passée de changer son nom et c'est devenu Documentation. Ça, c'est le nom du comité d'organisation. Ce n'est pas encore implémenté, ça va suivre, c'est en cours. Donc, comme a dit Tritchell, c'est parmi les 30 comités internationaux de l'ICOM. En fait, il y en a 32. J'aimerais juste dire un mot sur les comités internationaux. Il y en a beaucoup dans l'ICOM. Ça a tendance à augmenter chaque année. ICOM Paris, donc le secrétariat, c'est moi qui ai dû réduire le nombre, mais mission impossible. Donc, les comités internationaux ne sont pas des... en fait, ils ont une certaine indépendance d'action, mais pas légale. Donc, ça explique un petit peu, parfois, certaines façons de réagir des comités internationaux. En fait, ils ne peuvent pas faire des contrats, par exemple, ou tenir à posséder les droits d'auteur. Voilà, 80% des membres restent en Europe. En fait, c'est européen, majoritairement. Il y a peu d'Américains, mais contrairement aux Français, on les voit dans les réunions. Il y en a beaucoup qui viennent, même s'ils sont très peu. En fait, je crois que c'est même pas 5% des membres qui sont des États-Unis. Et un comité exécutif qui est élu sur une période de 3 ans. Ça, c'est un tout petit peu problématique parfois, parce que ça ne donne pas beaucoup de temps pour mettre en place quelque chose. Et moi, j'ai vécu une situation où tout le comité exécutif a changé d'un coup une année. Et en fait, il n'y avait pas ou peu de passage de connaissances. Et parfois, c'est difficile. Moi, j'ai fait 2 termes. J'étais là 6 ans, ce qui m'a permis de mettre en place certaines choses. Mais c'est difficile. En fait, je pense que ça serait plus facile si on avait une période de 5 ans, par exemple. Mais bon. Les activités. Donc, comme vous avez vu, on a une conférence annuelle depuis 91.
particulièrement bien. Vous savez, une fois, je suis venu à Paris pour prendre des cours sur le système informatique IBM. IBM donne des noms à 4 chiffres pour chaque ordinateur. Je suis arrivé dans le centre de formation à Paris et je dis, je suis venu pour les cours sur le nom 370. Ah oui, c'est 93 70. Voilà. Ah oui, bon, excusez-moi. 14 groupes de travail. Donc ça, c'est les 14 groupes. Actuellement, donc il y a certains qui sont un peu plus actifs que d'autres. Je les ai mis en orange. Ça dépend de... en fait, c'est une organisation bénévole, ça dépend de l'enthousiasme et de la disponibilité des membres, aussi en fait, des intérêts du moment. En fait, ce que les gens sont en train de faire, où sont les centres d'intérêt. Voilà. Et on a une association, je suis le président, pour la formation. Je vais en parler dans un moment. Voilà. Donc, c'est une association suisse à titre légal. Donc, on a fait ça parce que c'était nécessaire de, comme j'ai dit, le CIDOC n'est pas comment dire, une personne morale. C'était nécessaire pour gérer les contrats, etc. Donc, c'est établi en Suisse. On organise des ateliers de formation, mais il y a du matériel aussi en ligne qu'on peut consulter. En 2024, on a fait une journée de formation à Amsterdam pendant la conférence. On a signé un Memorandum of Understanding avec l'Institut de patrimoine en Inde et on va organiser une formation cette année à Delhi. Et on est en partenariat avec une compagnie suisse, Zcom, qui nous fournissent des moyens techniques. Et vous pouvez en trouver plus d'informations à cette adresse. La plupart, c'est en français, espagnol et anglais. Voilà, les publications. Maintenant, on a un newsletter qui est bilingue, trilingue et bientôt quadrilingue, qui est publié depuis 1989. Des actes des conférences, bien sûr, qu'on peut consulter sur le site web. Les normes et les recommandations. Donc, en fait, ça, les trois là sont les plus connus, les plus importants. CIDOC CRM, quelqu'un va en parler prochainement, donc je ne vais pas en dire plus. Moi, j'étais parmi les auteurs d'origine. Travaille sur l'île de Crète, avec Léger à côté, c'était terrible. On a souffert. Mais bon, quelqu'un a dû faire le travail. Lido, c'est pour l'échange des données. C'est un format, c'est basé sur le CRM et c'est une implémentation pratique. Et maintenant, EODEM, qui est nouveau en 2023. Ça, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Vous passez combien de temps dans votre institution à entrer, saisir et recopier les données pour les prêts? En fait, on a fait des études, on a fait un sondage dans à peu près une vingtaine de musées, et parfois c'est quelques centaines de jours par année, juste à recopier, à envoyer, à recopier. C'est bête. On n'est pas des singes. On a mieux à faire que de recopier les données que quelqu'un a déjà saisies, et ressaisir. Et en fait, ça prend du temps, et en fait, des erreurs de Lido, avec EODM, vous pouvez, avec un clic sur un bouton, exporter vos données et les importer. En fait, pour les prêts, c'est organisé pour ça. Donc, il y a 11 providers, donc en fait, de software qui supportent ça déjà. En fait, et on a un cours de formation là-dessus. Encore deux qui sont un peu oubliés, mais en fait je pense qu'ils sont importants. Il y a des guidelines pour la documentation minimale des collections qui a été publiée en 1995. Ça c'est disponible en anglais, français et espagnol. Et c'est la fondation pour le CIDOC CRM. On a commencé par là. Et les principes de la documentation de 2006. Non, pardon, c'est 2012, je me suis trompé. Les principes de la documentation, c'est une espèce de charte éthique pour la documentation et c'était accepté en plénière par l'ICOM en 2012. Et donc maintenant, ça a le même statut que la charte éthique de l'ICOM. Pour 2025, donc, il y a la conférence à Dubaï. Il y a des réunions des groupes de travail. Chaque groupe de travail organise des réunions satellites pendant l'année. Il faut regarder le programme pour chaque groupe pour savoir où ils s'organisent. Il y a un nouveau journal, peer-reviewed, donc qui sera publié en Mexique, qui s'appelle Documentation, donc documentation, le nom du comité. Et il y aura des ateliers à New Delhi, comme j'ai dit, en octobre.
à rejoindre la conversation. On a besoin de vous. Et un grand merci à tout le monde. Donc, je vous rappelle les adresses. Donc, l'adresse CIDOC, l'adresse pour l'information et mon email si vous avez besoin de me contacter pour quoi que ce soit. Merci beaucoup. J'ai terminé. Merci beaucoup, Nicolas.